le docteur Achille Eric Gore, qui est en même temps didacticien et inspecteur pédagogique régional, a bien voulu accepter de venir nous entretenir. C'est très rare, c'est novateur, c'est osé, parce que je tiens déjà à le rappeler que on a toujours été habitué à cette relation verticale entre les inspecteurs et les enseignants de chant, oubliant même parfois que ces inspecteurs ont été auparavant aussi enseignants de chant. Donc, il est souvent très compliqué lorsqu'ils passent de l'autre côté de pouvoir accepter ce type de se donner à ce type d'exercice qui, ma foi, n'est pas facile. Donc, le docteur Eric Achille Gore, il ose. C'est un homme de principe des paroles qui ose et qui accepte des challenges. Donc, ces challenges sont donc ceux sur lesquels il se livre depuis hier. Et aujourd'hui, nous allons continuer dans la même veine en traitant d'une thématique aussi capitale, le projet pédagogique et la fiche de progression, pourquoi, quand et comment. Alors, on peut comprendre que ce sont des documents, parce que hier, il a déjà jeté quelques brèves d'éléments sur ces questions. Il a été question de penser que pour un bon cours, pour une bonne préparation, il faut avoir une méthode, il faut avoir un guide, il faut avoir une boussole. Et le docteur le disait déjà hier que le projet pédagogique est une boussole, afin qu'on ne puisse pas s'égarer et naviguer à vue. Donc, l'objectif de cette session est de poser les bases pour bien comprendre et monter un projet pédagogique et une fiche de progression. Donc, il va nous entretenir sur ces questions. Je tiens tout juste à rappeler que, en termes de présentation bio-bibliographique, je ne vais pas être long, je vais juste dire qu'il est didacticien, il est chercheur, il est conférencier, il est acteur de la société civile et acteur politique. Il est aussi dans la politique, non, il ne fait pas de la politique, mais il fait de l'analyse politique, sociopolitique et socio-éducative. Il milite pour une Afrique forte à travers son système éducatif et ses systèmes éducatifs, parce que l'Afrique est assez diversifiée comme continent. C'est un homme qui est engagé dans la recherche et qui est assez prolifique. Donc, docteur Achille Eric Gore, c'est quand vous voulez. Ceux qui sont dans le panel, vous préparez vos questions, s'il vous plaît, afin qu'à la fin, on puisse élargir le débat, afin qu'à la fin, ils puissent avoir la possibilité d'approfondir sur des questions qu'il aurait peut-être passé outre. Docteur Achille, c'est quand vous voulez. Oui, bonsoir, chers collègues. Bonsoir à vous. Permettez-moi de m'acquitter d'un devoir, celui de rendre grâce d'abord à Dieu et puis dire infiniment merci à l'association des professeurs d'espagnol de manière générale et puis spécifiquement au docteur Essomé qui a bien voulu, n'est-ce pas, m'associer à ce séminaire qui tombe justement à point nommé parce que là, on est à la rentrée scolaire. Les uns et les autres sont donc en train de se préparer. Autant les parents se préparent, autant les enseignants se préparent psychologiquement et techniquement pour pouvoir faire face aux challenges de l'année scolaire. Ces challenges sont justement nombreux, parmi lesquels justement la préparation des cours, tout ce qui va avec la mise en condition. Et le thème qui m'a donc été donné en ce jour, c'est justement le projet pédagogique et la fiche pédagogique, pourquoi, quand et comment. Alors, l'objectif de base, c'est justement comment savoir, comment monter un projet pédagogique et une fiche pédagogique. Alors, d'entrée de jeu, il est important de dire que le projet pédagogique et la fiche de progression sont des éléments clés de la planification en éducation. En effet,
on ne saurait aborder ces deux notions sans revenir un tant soit peu sur ce que c'est que la planification. Et je pense d'ailleurs que hier, nous avons essayé de balayer de manière globale la planification et quelques outils qui nous permettent de faire une bonne préparation. Parce que là, on reste toujours dans la planification. Mais à ce jour ou aujourd'hui, si vous voulez, nous parlons donc de manière spécifique de la planification. Alors, la planification pédagogique est le processus de conception et d'organisation des activités d'enseignement-apprentissage afin d'atteindre les objectifs d'enseignement subdivisés en deux, à savoir l'objectif terminal d'intégration, évalué en fin de cycle. C'est ce que nous avons appelé hier la compétence de base. Il y a de l'autre côté l'objectif intermédiaire d'intégration qui est évalué en fin d'année. On peut donc dire que la planification consiste à définir les objectifs d'intégration, à sélectionner les méthodes et les ressources appropriées. Je voudrais qu'on s'arrête et qu'on souligne le terme méthode et ressources appropriées, parce que les ressources ici pour l'enseignant, elles sont importantes pour pouvoir, n'est-ce pas, enseigner. Bien évidemment, il faut assurer un meilleur, cette planification permet, ou cette dissémination, fragmentation des objectifs, elle permet justement de faire, d'améliorer la qualité de l'évaluation. Parce que mieux vous planifiez, mieux vous évaluez. Et mieux vous évaluez, mieux vous pouvez revenir sur, j'allais dire, une meilleure remédiation. Parce que dans la planification, l'évaluation permet justement d'améliorer le système d'évaluation. Et donc, comme on est en éducation, cette évaluation sera donc améliorée si et seulement si les objectifs sont clairs. Parmi les outils de planification, on peut citer le calendrier de l'année scolaire, l'organigramme de l'établissement, le projet pédagogique et la fiche de progression. Nous avons dit, et nous ne le dirons jamais assez, la mallette pédagogique, ce que j'appelle communément la mallette pédagogique, elle doit avoir un ensemble d'outils. La mallette pédagogique de l'enseignant doit avoir un ensemble d'outils, un ensemble d'éléments qui lui permettent d'avoir les meilleures pratiques de classe. Parmi ces pratiques, ces outils, il y a justement le calendrier. Le calendrier, il est généralement signé par l'administration, les ministères, l'État. Il y a l'organigramme qui est celui de l'établissement scolaire où vous exercez. Il y a le projet pédagogique qui peut être conçu par l'enseignant lui-même ou alors tout simplement conçu au niveau de l'État, et à ce niveau, l'enseignant devient un simple exécutant. Maintenant, la fiche de progression, quant à elle, elle est adaptée, n'est-ce pas, au projet pédagogique. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un projet pédagogique? Un projet pédagogique peut être défini comme un document qui définit justement la philosophie, c'est-à-dire la vision, les objectifs éducatifs, les méthodes, les ressources et les activités d'un établissement scolaire pour le développement cognitif des apprenants, pour un meilleur rendu éducatif. Il sert de feuille de route pour les professionnels. C'est la feuille de route de l'enseignant et l'ensemble des professionnels de l'éducation, parce que, voyez-vous, l'éducation a pratiquement 3 axes. Le premier axe, c'est l'axe administratif. Il faut qu'il y ait l'administration de l'éducation. Le deuxième axe, c'est l'axe financier.
c'est-à-dire comment est-ce que l'éducation est financée, comment est-ce que les infrastructures sont construites, et comment est-ce que le personnel est payé, comment est-ce qu'il est géré, comment est-ce que tout ce qui va avec le financement. Et il y a un autre axe, pas des moindres. Le premier d'ailleurs, c'est la pédagogie. Donc, voilà les axes qui sous-tendent le système éducatif. Et ces trois axes doivent fonctionner de pair. Et ils sont entremêlés. Et parce qu'il faut dire que une bonne planification administrative a un impact sur la planification financière. Et la planification financière elle-même a un bon impact sur la planification de l'éducation de manière générale. Donc, c'est entremêlé. Alors, on peut revenir pour l'instant sur la fiche, une fiche de progression. On peut la définir comme étant un document qui décrit de manière détaillée une activité d'apprentissage ou une leçon spécifique. Pour notre cas, c'est les langues étrangères, encore appelées LV2. Elles définissent donc ces activités pendant une période de temps bien précise. La fiche, le temps peut être annuel, trimestriel ou hebdomadaire, ça dépend. Elle aide à planifier et à organiser les enseignements de manière efficace. Une fiche de progression pédagogique contient généralement des éléments bien précis comme des informations sur l'établissement, les informations sur l'enseignant, le module. Alors, pour ce qui est du module, il faut dire qu'en langue étrangère, c'est généralement 5 modules. Pour le cas du Cameroun et dans d'autres pays, on peut regrouper ça en 5 modules, mais c'est des modules qui en réalité se ressemblent et qui s'appuient sur la vie quotidienne dans la famille et l'intégration culturelle, socio-culturelle. Il y a un module sur la citoyenneté et l'immersion culturelle. Il y a un troisième module sur l'environnement, la santé et le bien-être. Il y a un quatrième module sur l'activité économique et le monde de l'emploi. Il y a un autre module qui porte essentiellement sur la communication et les médias. Donc, voilà les modules. Par ailleurs, il y a le titre de la leçon, il y a le niveau, il y a la classe, il y a la durée. La durée, elle peut aller, n'est-ce pas, elle peut être annuelle, la durée peut être trimestrielle, séquentielle, hebdomadaire, etc., etc. Il y a le matériel et les ressources didactiques. Il y a également les activités et les tâches que les élèves doivent accomplir pendant la période indiquée. L'intégration, l'évaluation, la remédiation ainsi que les observations faites au terme de la période d'enseignement. Précédemment, nous avons indiqué ce que c'est qu'une séquence didactique. Et nous avons dit qu'une séquence didactique n'est rien d'autre qu'une période d'enseignement qui va entre 4 et 5 semaines, ça peut aussi aller même à 6 semaines. Après la période d'enseignement, il y a la période d'intégration. L'intégration va en contexte APC avec l'évaluation par la suite et la remédiation. Quand on parle d'enseignement, la période d'enseignement, dans une fiche, on peut retrouver par exemple des leçons. C'est un ensemble de leçons. C'est ça l'enseignement. Maintenant, le projet pédagogique et la fiche de progression sont des outils de communication au même titre que le cahier de texte et le bulletin. Il faut rappeler que les outils de communication permettent à la fois le suivi du travail enseignant
et l'évolution des apprentissages des élèves. Pour cela, il faut bien les élaborer pour une meilleure communication. Permettez-moi de m'arrêter un temps soit peu sur les outils, le projet pédagogique et la fiche de progression comme outil de communication. Pourquoi c'est un outil de communication? En réalité, l'enseignant est certes le maître de sa salle de classe. Il entre là seul, il est à la fois le représentant de l'équipe pédagogique, le représentant de l'administration. En tant que tel, il se doit de communiquer, de faire une communication non verbale avec l'administration. C'est-à-dire qu'il élabore son projet pédagogique et sa fiche pédagogique, qu'il colle d'ailleurs dans le cahier de texte. Toute personne qui va donc prendre ce cahier de texte va suivre l'évolution, savoir que pouvoir évaluer le niveau de progression de l'enseignant selon sa propre programmation. Et comme on le disait, l'administration exige que les apprentissages soient de qualité, oui, mais en même temps, au regard du quota horaire qui est réduit et de la remédiation qui est un élément clé de l'acte pédagogique ou des pratiques pédagogiques, l'enseignant doit donc être capable de trouver un compromis entre l'évolution chronologique de ces enseignements, l'évolution progressive de l'évolution des apprentissages et le quota horaire, parce qu'en réalité, l'administration attend ou s'attend à ce que, à la fin de l'année, que l'enseignant ait terminé le programme officiel. Alors, c'est des outils de communication qui permettent de voir ce que l'enseignant fait, qu'est-ce qu'il enseigne. Et dans nos pays, justement, où les LGD ou langues étrangères ne sont pas l'apanage de tout le monde, parce que nous exerçons dans des États où c'est le français qui est la langue officielle, ou l'anglais, ou d'autres langues. Ces langues, justement, ces administrateurs ne connaissent pas tous les langues étrangères, ces langues étrangères. Alors, on exige par moment que les outils de communication soient remplis dans les langues officielles pour un meilleur suivi. C'est-à-dire, n'importe quel parent qui ne connaît pas l'espagnol, n'importe quel membre de la communauté éducative qui ne connaît pas le latin, ni l'allemand, ni l'italien, ni le portugais qui est en train de venir en force dans le système éducatif et même universitaire, qu'on puisse justement comprendre ce que l'enseignant dispense comme cours et les différents objectifs qu'il assigne à l'ensemble de ces leçons. Donc, c'est un outil de communication qui peut être évalué. Alors, lorsqu'on parle de projet pédagogique, il y a des composantes qui sont essentielles. Hein. Le projet ou un projet pédagogique devrait avoir des objectifs, il devrait avoir la cible, nous l'avons dit, il doit avoir les approches, quelle approche va utiliser l'enseignant, il doit avoir les activités, définir le type d'activité de manière concrète. Ça peut être des productions attendues qui mettent, engagent, dans lesquelles s'engagent les élèves. Il y a l'intégration. L'intégration, les périodes d'intégration doivent clairement être définies et apparaître. Il y a l'évaluation et le suivi, c'est-à-dire mettre en place des indicateurs pour mesurer la progression des apprenants et ajuster la démarche si nécessaire. Alors, de plus en plus, moi, je me pose la question de savoir, est-ce que l'enseignant, dans l'évaluation de ses apprenants, ne doit pas
s'auto-évaluer lui-même, ne doit-il pas permettre aux apprenants de l'évaluer? Parce que quoi qu'on dise, nous, on l'a remarqué, et ça, c'est en tant qu'inspecteur pédagogique, les élèves sont nos premiers inspecteurs. Ils sont les premiers à juger la capacité d'un enseignant à pouvoir transmettre des compétences claires. On est certes en langue étrangère où les apprenants ou les élèves n'ont pas suffisamment de connaissances pour pouvoir juger, notamment dans les premières classes, à savoir la 4e et la 3e et même la seconde. Mais ils peuvent tout au moins dire un mot sur nos approches. Donc, dans l'évaluation aussi, l'enseignant doit être capable de permettre aux apprenants de lui dire un mot. Et même si on a quand même vu des situations où l'enseignant permet aux enfants, aux apprenants de dire un mot et puis il y a dérive sur l'attitude de ces derniers. Donc, de toutes les manières, il faut d'une manière ou d'une autre trouver un mécanisme pour que les apprenants nous évaluent. Alors, il y a le matériel didactique. Il y a aujourd'hui le matériel didactique doit intégrer la digitalisation et dans une certaine mesure, les pratiques pédagogiques doivent intégrer aujourd'hui l'intelligence artificielle. Alors, ça, c'est important. Alors, nous pouvons, pour ce qui est à présent d'une fiche de progression, nous avons dit la progression peut être une progression relative à la leçon, elle peut être une progression hebdomadaire, elle peut être une progression trimestrielle, une progression annuelle. Toujours est-il que, quel que soit le format ou la formule, il est important d'avoir une progression annuelle. Parce que la progression annuelle, au départ, elle peut ressortir de manière échelonnée la période de l'enseignement. Et pour pouvoir monter une progression, une fiche de progression annuelle, on ne dira jamais assez. Premièrement, il y a l'ensemble des éléments juridiques qui vous donnent autorité dans une salle de classe. On n'entre pas dans une classe pour entrer sans avoir l'aval de l'administration. Et l'aval de l'administration, on peut l'avoir à travers, les documents d'affectation, les notes ministérielles, la note ministérielle qui vous affecte au sein d'un établissement, ou un contrat si on est vacataire. C'est vrai que les administrateurs véreux ne prennent pas en compte la notion de contrat parce qu'elles savent que c'est elles apprennent à tort comme un couteau à double tranchant. L'État, l'ensemble des États et l'État camerounais aujourd'hui insistent sur l'amélioration des conditions des enseignants vacataires, c'est-à-dire il faut leur faire des contrats à durée déterminée. Ils peuvent être de 9 mois, de 10 mois, ça dépend de la formule de chaque établissement. Aux côtés, n'est-ce pas, de ces contrats, de ces notes d'affectation, il y a les emplois de temps. Qu'est-ce qui vous donne autorité dans une salle de classe? On a souvent vu des enseignants entrer dans des classes qui ne leur ont pas été attribuées, alors que les apprenants, les élèves, eux, ils ont déjà les emplois de temps. Quand ils donnent son nom, on dit non, ce n'est pas M. Souadougou, ce n'est pas M. Kona. Nous attendons plutôt Monsieur Abdoulaziz ou Monsieur Wafo. C'est lui qu'on attend, on ne vous connaît pas. Par moment, même si les élèves vous connaissent, ils vont quand même vous dire que non, monsieur, ce n'est pas vous. C'est plutôt Madame Jeannette. Donc, l'emploi du temps est un élément clé
il doit être dûment signé par le chef d'établissement. À côté de cela, pour qu'une progression soit pertinente, elle doit prendre en compte le programme officiel, les curricula. Et maintenant, comme outil de planification, puisque la progression est un outil de planification, est une planification en tout cas. Maintenant, comme outil, macro-outil de planification, il y a le calendrier annuel. Le calendrier annuel définit les périodes, le début des cours, la fin des cours, les différentes interruptions et par moments les fériés. Le calendrier définit les examens officiels, la période des examens officiels et tout ce qui va avec. Donc, lorsque l'enseignant élabore sa progression annuelle, il doit prendre en compte ces interruptions, il doit se référer au calendrier annuel. Il doit également se référer dans le cadre de la contextualisation de cette programmation, de ce calendrier, du chronogramme de l'établissement scolaire. Parce que normalement, lorsque l'État fait son calendrier, publie son calendrier, l'établissement s'appuie sur ce calendrier. Maintenant, le département, parce que les langues étrangères sont logées dans des établissements, dans des départements au sein des établissements. Donc, chaque département devrait élaborer un calendrier qui prenne en compte le chronogramme de l'établissement. Ça, c'est important pour une efficacité justement dans le rendu, dans le travail enseignant. Donc, voilà quelques éléments. Aujourd'hui, donc, nous croyons que la progression doit, comme nous l'avons dit, ressortir des éléments clés. Vous pouvez mettre, par exemple, le pays, parce que si vous êtes burkinabé ou tchadien ou même mozambicain, vous êtes de la Mozambique, on doit, lorsqu'on prend votre projet pédagogique, l'identifier pour savoir que voilà, on est bel et bien en Mauritanie. Alors, vous élaborez donc, vous mettez donc le pays, vous pouvez mettre, si vous voulez, le ministère de l'Éducation nationale ou le ministère des enseignements secondaires dans un autre cas. Ensuite, vous mettez le nom de l'établissement. C'est important, c'est des outils de communication, c'est une communication non verbale. Quand on prend votre projet ou votre progression, on doit pouvoir la situer dans le temps et dans l'espace. Ensuite, vous mentionnez le nom, vous pouvez mettre la discipline, hein. Il s'agit de quoi? Quelle langue étrangère? Il s'agit de l'allemand ou l'italien, le chinois, l'arabe, l'espagnol. Ensuite, vous mentionnez les éléments clés, d'autres éléments clés, notamment le volume horaire, le cycle, la classe, le volume horaire. Au-delà du volume horaire, il y a des éléments qui doivent figurer. On est en contexte APC. Vous allez mettre au niveau de l'entête l'enseignement. Quelle est la durée de l'enseignement? 6 semaines, combien d'heures, le volume horaire? Vous allez mettre l'intégration. Nous avons dit que l'intégration venait pratiquement après 4, 5 à 6 semaines. Ça dépend du contexte, ça dépend de l'environnement. Ensuite, vous mentionnez l'évaluation. L'évaluation, vous allez la faire pendant combien de temps? L'intégration, vous la ferez pendant combien de temps? L'évaluation, vous allez la faire pendant combien de temps? Ça dépend. Ça peut être 4 heures. 4 heures, ça c'est l'évaluation formative.
peut-être 4 heures. La remédiation, c'est combien d'heures? C'est 2 heures. Donc, tout ça doit clairement ressortir. Ensuite, vous mentionnez le nom de l'enseignant. Vous pouvez également mentionner le grade de l'enseignant ou même le contact. C'est-à-dire, quand l'administration prend votre progression, si elle arrive au ministère et qu'il y ait un souci, on peut apprécier votre projet pédagogique ou votre fiche de progression et on aimerait que vous l'expliquiez à vos collègues. Il faut bien une adresse, le numéro de téléphone, une adresse email, un numéro WhatsApp où facilement on peut vous joindre. Maintenant, vous élaborez par la suite un tableau. Le tableau peut avoir, j'allais dire, des entrées. Vous pouvez faire 5 à 6 entrées. La première entrée peut porter le trimestre. Le trimestre, vous mettez premier trimestre, deuxième trimestre, troisième trimestre. Après, une autre entrée peut avoir la séquence, première séquence, deuxième séquence. Et il faut faire très attention ici pour ne pas tomber dans une mauvaise planification. Il y a, comme je l'ai dit, le calendrier annuel qui est élaboré au sommet de l'État. Mais maintenant, quand on parle de trimestre, il y a ce qu'on appelle le trimestre pédagogique et le trimestre administratif. Le premier trimestre est fait d'un trimestre administratif, d'abord avec une rentrée administrative. Donc, l'enseignant doit rentrer prendre service avant la rentrée, on fait le conseil des départements avant la rentrée, on dépose les projets avant la rentrée, on dépose les fiches de progression avant la rentrée, on récupère le matériel didactique et l'ensemble des ressources qui vont avec avant la rentrée scolaire. Et on commence d'ailleurs à préparer ces cours avant la rentrée scolaire. La rentrée, c'est le 8. Est-ce que c'est le 8 qu'un enseignant normal, un enseignant compétent, un enseignant professionnel devrait commencer à préparer ses cours? Que non, la préparation commence bien avant. Donc, il y a un trimestre administratif avec les formalités administratives. Ensuite, il y a un trimestre pédagogique. Et généralement, le trimestre pédagogique n'est pas la compartimentalisation du temps ou le chronogramme en termes de temps du trimestre. C'est-à-dire, vous avez le premier trimestre est fait à la fois du trimestre administratif et du trimestre pédagogique et une partie du deuxième trimestre pédagogique. C'est-à-dire quand il y a l'interruption de Noël, les congés de Noël, ce qu'on appelle les congés de Noël, sont tout simplement une interruption du deuxième trimestre pédagogique. Alors, le parent qui ne connaît pas et qui ne comprend pas, il va se dire, ben, c'est le premier trimestre qui a pris fin, alors qu'en réalité, c'est le second trimestre qui a été interrompu. Et dans le premier trimestre, qui est à la fois administratif et pédagogique, et dans la division pédagogique, on se rend compte que quand on va en congé de Noël, généralement, on exige une évaluation. On évalue, on fait la première évaluation du deuxième trimestre pédagogique. Et ensuite, le deuxième trimestre pédagogique lui-même, ce qu'on appelle le deuxième trimestre, comprend à la fois le deuxième trimestre comprend la deuxième partie, la deuxième séquence du deuxième trimestre pédagogique et le premier trimestre, la première séquence du troisième trimestre pédagogique.
Donc, le troisième trimestre, en fait, comme il est généralement court, il n'a pratiquement qu'une partie du temps, c'est-à-dire une séquence. Ensuite, c'est les évaluations, la remédiation, la mise à niveau des élèves ou des apprenants. Donc, tout ceci doit clairement ressortir. Ensuite, il y a dans la programmation, donc, proprement parler, les semaines. C'est-à-dire, dans une semaine, vous mentionnez les semaines, par exemple, la rentrée, c'est le 8. Vous allez mettre la semaine du 8 au tel. Ensuite, vous mettez la semaine de temps à temps. C'est-à-dire qu'il faut que les semaines ressortent de manière claire. Et vous allez faire cette planification pour l'ensemble du premier trimestre, qui est à la fois administratif et pédagogique, avec une première partie du deuxième trimestre. Vous devez également mettre les compétences de base. Nous avons dit que les compétences de base sont généralement les compétences terminales, les objectifs terminaux qu'on retrouve à la fin d'un cycle de formation. Et c'est justement ces compétences de base-là que l'enseignant est appelé à disséminer, à disséquer en objectifs d'intégration ou objectifs intermédiaires. Vous pouvez mettre un ensemble de compétences de base. Hein. On est là en LV2 ou en langue étrangère. Donc, vous définissez clairement tout ça. Ensuite, dans votre tableau, vous ressortirez à la fois, nous l'avons dit, les modules, l'ensemble des modules, module 1, module 2, et vous les nommez. Vous allez également ressortir la période d'évaluation. Quand est-ce que vous entendez évaluer? Et l'évaluation ici, la période d'évaluation dépend de l'établissement. C'est pour ça que nous avons dit précédemment que l'enseignant doit non pas se référer uniquement à la planification ministérielle au niveau de l'État, il doit davantage s'appuyer sur le chronogramme de l'établissement. Et chaque établissement a justement sa période d'évaluation. C'est vrai que certains administrateurs de l'éducation ne prennent pas souvent en compte le timing, c'est-à-dire ils ne ressortent pas ils ne publient pas, je préfère le dire ainsi, le chronogramme de l'établissement à temps pour que l'enseignant puisse à son tour élaborer son programme ou même le département. Donc ça, c'est la période d'intégration. La période d'intégration doit clairement figurer. La période d'évaluation également doit clairement figurer. Alors, l'enseignant, dans l'évaluation, doit se poser la question de savoir qu'est-ce qu'il évalue, quelles sont les compétences qu'il évalue, comment est-ce qu'il entend les évaluer. Il a besoin de quoi comme ressources? Il doit se poser ces questions. Donc, il ressort clairement cela. Ensuite, il ressort, j'allais dire, la remédiation. On a dit que la remédiation, en réalité, c'est la mise à niveau des apprenants. Et elle survient à la suite d'une évaluation. Après avoir évalué, on se rend compte que les enfants ont des difficultés. On va donc les aider à résoudre ces difficultés, à les mettre à niveau. Et donc, c'est cela. Ensuite, si c'est une mise à niveau, ça veut dire que quelque part, il faut bien que on l'aide à réviser aussi. Et en termes de révision, il est important qu'au début de l'année, il y a une évaluation, l'évaluation des prérequis. On est les compétences de base là.
est-ce que l'enfant a des prérequis? On l'évalue, on le met à niveau, on le met dans le bain pour qu'il puisse avancer. Ensuite, on commence donc par la programmation proprement parler. Donc, de manière globale, ça, c'est une fiche de progression. Et la fiche de progression, elle ne doit pas s'arrêter au niveau de l'enseignant. L'enseignant doit transmettre une copie à l'animateur pédagogique ou alors au chef d'équipe pédagogique parce que l'enseignant évolue au sein d'une équipe pédagogique. Et l'équipe pédagogique peut être animée par un chef ou par un animateur pédagogique. Ça dépend de là où on est, ou même par un chef de département qui, lui, à son tour, va envoyer la copie à l'administration. L'administration aussi, à son tour, va envoyer cette fiche ou ces outils de communication à l'inspection pédagogique chargée justement des enseignements. Mais malheureusement, il y a un problème dans l'acheminement des documents officiels. Les enseignants les envoient de manière tardive. L'administration les envoie de manière tardive. L'inspection pédagogique, à son tour, peut recevoir ces documents par moment dans certains pays à la fin du premier trimestre pédagogique, c'est-à-dire en décembre, j'allais dire en novembre par exemple, ou même à la fin du premier trimestre, j'allais dire à l'interruption de décembre ou pendant les congés. Vous voyez, c'est tellement lent que ça pose un problème de suivi. Parce que l'enseignant a besoin d'être suivi. Le suivi ici, il n'est pas que pédagogique. Il n'est pas que pédagogique, oui. Il est également administratif. Il faut qu'on sache qu'est-ce qu'il enseigne, comment est-ce qu'il évolue. Il faut également que l'inspection pédagogique ou le superviseur pédagogique prenne s'imprègne, n'est-ce pas, de ces projets pédagogiques pour qu'ils puissent savoir quelles pourraient être les difficultés de l'enseignant afin qu'il l'aide, afin qu'il l'accompagne mieux. Mais malheureusement, dans notre environnement, ces documents pédagogiques qui sont des outils de communication arrivent de manière assez tardive, ce qui rend le travail difficile. Maintenant, il faut également, puisque nous parlons de la supervision pédagogique et de l'accompagnement des enseignants, il faut que les enseignants, qu'on appelle communément dans notre environnement les enseignants de chant, collaborent avec l'administration. Parce que, quoi qu'on dise, si vous arrive quelque chose en classe, il peut arriver, hein, on ne le souhaite pas, que vous ayez même un problème de santé ou autre, et que enfin, j'ai vu dans un pays, on a vu un enseignant qui a écroulé, n'est-ce pas, ou s'est écroulé dans une salle de classe. Et il a fallu que j'allais dire ça comment, que les élèves viennent à son secours et autres. Donc, vous voyez, il peut arriver que l'enseignant ait un malaise. Il faut bien que l'administration connaisse les problèmes que ces enseignants rencontrent pour mieux les accompagner. Donc, il faut collaborer avec l'administration. Il faut également collaborer avec l'inspection pédagogique qui a pour charge et mission de vous accompagner. Elle doit vous écouter, elle est à votre écoute. L'inspection pédagogique n'est plus ce qu'elle était avant. L'inspecteur pédagogique n'est pas ce gendarme qui vient et vous dit, mais vous avez mal fait ceci, vous avez mal fait cela, que non, il vous accompagne. Et vous êtes des enseignants pétris d'expérience et c'est en fait dans le sens du partage d'expérience qu'aujourd'hui on devrait
effectivement travailler dans un esprit de collaboration. Et on ne le dira jamais assez, un enseignant qui ne collabore pas n'a pas droit, n'est-ce pas, d'exercer, parce que la collaboration joue un rôle important dans les pratiques pédagogiques. Et surtout pour nous qui sommes en langues étrangères, il peut arriver qu'on ait des difficultés et que si on ne se renseigne pas auprès d'un collègue, auprès d'un ami, auprès de quelqu'un qui peut nous aider, non pas parce qu'il est plus des choses peuvent nous échapper et on a besoin de d'autres pour nous les rappeler quand notre mémoire les a oubliés. Voilà donc de manière ramassée ce que nous pouvons dire sur le projet pédagogique et même sur la fiche de progression pour dire que c'est des outils de communication qu'on devrait élaborer quand? Avant la rentrée pédagogique. On les élabore même avant la rentrée administrative. Hein. Donc, dès que vous allez prendre service à la rentrée, vous vous rassurez que vous avez déjà tout. D'ailleurs, qu'un enseignant n'a pratiquement pas de vacances. Les vacances, pour lui, doivent être l'occasion pour lui de se balader dans la littérature hispanique, la littérature germanique, la littérature arabe et autres. Donc, voilà la période. Maintenant, comment nous avons donc essayé de répondre à cette question? C'est justement tout ceci qui nous permet de pouvoir faire une bonne planification pour pouvoir choisir les approches pédagogiques adéquates. C'est un peu cela de manière globale. Donc, l'activité pédagogique pour un enseignant est fondée sur la planification. Je crois que c'est l'occasion de vous remercier pour votre écoute. Et une fois de plus, merci au docteur Essomé qui a bien voulu m'associer à ce séminaire. Oui, docteur. OK. Alors, merci. Je vais allumer ma caméra. Alors, merci à monsieur l'inspecteur pour cette brillante présentation et pour d'avoir accepté d'échanger avec nous et de nous partager un peu de son expérience ce soir, une fois de plus. Sans plus tarder, je vais juste faire quelques rappels. C'est que il a commencé par rappeler qu'il s'agit ici de la planification, qu'il s'agisse du projet ou du projet pédagogique ou de la fiche de progression, il s'agit d'une planification. Il le disait déjà hier que pour ne pas naviguer à vue, il faut planifier. Un bon enseignant planifie. Et qui dit planification dit préparation. Pour réussir un bon cours, pour intéresser les élèves, il faut bien se préparer. Qui veut aller loin ménage, ça monture. Si on n'est pas bien préparé, ça se ressent tout de suite. Et on a du mal à mener à bout ou bien à atteindre nos objectifs. Et on se fâche parfois pas contre les élèves, mais on se reproche de quelque chose individuellement parce qu'on n'a pas pu atteindre notre objectif. Donc, le mot-clé ici, c'est planification, qu'il s'agisse du projet ou de la fiche de progression. Donc, qui dit bonne planification, dit bonne évaluation, qui dit aussi bonne remédiation. Il faut le comprendre aussi, donc, la remédiation, c'est après l'évaluation. Ensuite, il a parlé des outils de planification. Il a parlé de la mallette pédagogique.
Il a dit que le projet pédagogique hein, prend en compte les méthodes, les approches, les ressources, les savoirs, les objectifs d'intégration terminaux, de base. Il a dit que c'est la feuille de route du professeur. En termes de savoir, ici, il a parlé de savoir, effectivement, savoir-faire. Il a dit que la fiche de progression peut être annuelle, semestrielle ou hebdomadaire. C'est vrai, je vais poser la question tout à l'heure, peut-être c'était un nom, on l'a remarqué. Le docteur a peut-être ou parfois mis dans le même panier fiche de progression et projet pédagogique. On va essayer de mieux comprendre tout à l'heure. Il a dit que dans le cadre de Cameroun, voilà, qui dit Cameroun dit Afrique, on suppose, hein, de façon du particulier au général, qu'il faut remplir ce cahier, en fait, il faut remplir le cahier de texte. Là encore, il a parlé en français ou en anglais. Alors, je vais m'arrêter là pour laisser la place. Il a dit aussi que le projet, c'est une fiche de communication, c'est un outil de communication, donc sur lequel on doit retrouver tous les éléments possibles permettant de contacter, par exemple, de localiser l'enseignant. Voilà, c'est un outil important pour même sa carrière, qui est un outil même qui permet aussi de l'évaluer, de s'auto-évaluer et de l'évaluer parce que lorsqu'on a bien planifié, on s'auto-évalue en voyant si on respecte où on est sur le chemin, où on s'est écarté, est-ce qu'on respecte, voilà. Et aussi à l'animateur pédagogique ou au censeur, c'est-à-dire le chef de la pédagogie, de pouvoir suivre nos enseignements, donc de nous évaluer, pour les inspecteurs de nous évaluer ce qu'ils arrivent, ou pour l'inspection nationale de nous évaluer dans le but même de nous confier des responsabilités. Donc, je ne vais pas redire ce qu'il a dit, c'était juste pour faire un rappel de quelques points essentiels de son propos. Alors, on va laisser la place à tous aux collègues qui sont dans le public de pouvoir poser toutes les questions. Donc, si quelqu'un a une question, il lève la main et il pose afin que l'auteur puisse peut-être fixer certains de ses propos ou mieux les élaborer. Alors, est-ce que quelqu'un dans le public a une question? Bon, en attendant que les uns et les autres trouvent des questions, moi j'ai quelques préoccupations. Comme je le disais tantôt, le docteur, monsieur l'inspecteur, a parfois mis dans le même panier projet pédagogique et fiche de progression. Ensuite, donc, il peut noter quelques questions. Est-ce que le projet pédagogique, c'est la fiche de progression? Deuxièmement, mais il a répondu à la question, mais je souhaiterais la reposer pour mieux peut-être voir si en reformulant ou en répondant, il s'est trompé ou pas, ou il a plutôt complété. Il disait qu'il a parlé des documents administratifs qui nous permettent d'entrer en classe. Il a dit qu'il faut les avoir. Le cadre juridique. Et j'étais en train de me demander à cet instant si on doit élaborer le projet pédagogique avant ou après d'être entré en classe. Être en classe. Les deux premières questions, j'ai deux autres questions et quelques observations à faire. Donc, je laisse d'abord pour qu'il ne puisse pas, afin qu'il ne puisse pas avoir trop d'éléments à répondre. Donc, la première question, c'est est-ce que le projet pédagogique sur la fiche de progression? C'est la première question parce que l'autre, il a répondu, il a dit ça dépend, ça peut être hebdomadaire, annuel, on peut faire avant. Et je vais même revenir sur cette notion d'avant, là, hein, parce qu'à la fin, il a insisté que le projet doit se faire avant. OK? Et plus avant, avant, il a dit qu'il faut les documents, le cadre juridique. Donc, ça veut dire après. OK. Donc, je veux bien comprendre pourquoi ce va-et-vient là, en fait. OK. Docteur, vous avez la parole.
Merci bien, docteur Essoumen, pour votre question. En réalité, le projet pédagogique n'est pas la fiche pédagogique. Il y a une différence entre les deux. Parce qu'en réalité, le projet est une vision globale. Elle porte la philosophie, les objectifs, et c'est quelque chose de macro sur laquelle s'appuie l'enseignant pour pouvoir élaborer sa progression. Il y a dans notre environnement d'ailleurs, il y a souvent un mélange ou un basculement entre projet pédagogique et projet d'établissement. En réalité, le projet pédagogique ici définit à la fois la vision, les objectifs, les méthodes et ce qu'on aimerait faire en réalité. Ça peut être dans le cadre de l'approche par les compétences, le projet pédagogique qui peut s'étendre sur 1 an, 2 ans, après une période bien définie, peut se solder par, j'allais dire, une vision de transfert de compétences techniques, parce qu'on est là en train de basculer des compétences théoriques, des simples connaissances théoriques vers les connaissances pratiques. Donc, le projet pédagogique est quelque chose de global, mais qui ne définit pas les objectifs de manière plus spécifique, plus claire. Et alors, l'enseignant va s'appuyer sur ce projet pédagogique pour pouvoir élaborer peut-être son projet et même sa progression. Là, je ne sais pas si j'ai vraiment répondu à votre question. Ça, c'est la première. Maintenant, la deuxième question est portée sur si on doit élaborer effectivement avant ou après. Ce que vous avez dit avant, et avant, vous avez dit avant, je m'arrête sur, je retiens ce que vous avez dit à la fin de votre propos, que c'est maintenant, par exemple, la rentrée c'est le 8, donc c'est maintenant le temps d'élaborer nos projets. Et la question, c'est de savoir s'il faut l'élaborer avant et quelle est la pertinence. Oui, allez-y. Docteur, j'allais dire que le projet pédagogique n'est pas l'apanage de l'enseignant seul, mais il doit intégrer les maillons de la chaîne pédagogique, les spécialistes de la langue étrangère qui se mettent ensemble, tout en prenant en compte la vision de l'État. Et c'est pour ça qu'il est intéressant d'élaborer ce projet avant. C'est-à-dire, pour l'élaborer avant, justement, dans notre environnement, on dit les vacances, c'est en août. Oui, avant cela, avant de prendre les vacances, ou même pendant les vacances, les enseignants doivent continuer à travailler de manière permanente pour ressortir leur projet et pour et collaborer même pour que ces projets soient pertinents. Et les projets également pourraient être ajustés en fonction des difficultés de l'année précédente. Donc, rien n'est statique. Il faut contextualiser, il faut améliorer de manière permanente. Je ne sais pas si j'ai répondu à votre question. Oui, je vais laisser les autres si quelqu'un a quelque chose à dire. Parce que je me demande, vous avez répondu, vous avez donné un élément de réponse, que ce n'est pas statique. Effectivement, mon observation pourrait être que, effectivement, même si on l'élabore avant, il faudrait bien intégrer le fait que ce projet sera modulable.
Parce que si on est fixe du fait qu'on l'élabore avant, puis par exemple de différenciation qu'on va, ou des difficultés, des cas particuliers qu'on rencontrera au cours de l'année. Ou même, vous avez dit, les remédiations, puis de nos propres difficultés en termes de compréhension selon nos publics. Est-ce qu'il ne faudra pas au cours de l'année moduler, adapter, contextualiser selon nos publics, selon nos difficultés et notre progression? Mais je pense que vous avez dit que ce n'est pas statique parce que on peut même prendre en compte les difficultés qu'on a rencontrées l'année dernière pour moduler. Donc, sauf si je me trompe, je pense que c'est ça, selon votre vision. D'accord. Je profite parce qu'il n'y a aucune main levée. C'est bizarre. Je regarde dans le public. Hein. Je ne pense pas que je monopolise la parole, mais il n'y a aucune main levée. S'il y a quelqu'un qui a une question, on souhaiterait bien. Est-ce que quelqu'un a une question? Alors, peut-être ils réfléchissent encore. Donc, la question, on s'est rendu compte, par exemple, vous avez vu le Digipad. Le Digipad qui est là, c'est un espace où on retrouve quelques ressources pour les hispanistes qui peut aussi aider d'autres. Alors, on se rend compte, par exemple, c'est lorsque je voyais peut-être cet élément-là, c'est une planification faite par l'État, c'est-à-dire par l'inspection et qui est envoyée aux enseignants. Ma question est celle de la pertinence d'une planification nationale. Quelle est la pertinence de cette planification-là? Ça, c'est la première question. La deuxième question que je m'en vais vous poser, c'est celle de savoir est-ce qu'il est même encore pertinent d'avoir un projet national, ou bien je vais dire sur l'année? J'ai été très content lorsque vous avez parlé de projet hebdomadaire. Moi, je vous proposerais de proposer, pourquoi pas, des projets par séquence. Et lorsqu'on parle de séquence, il ne s'agit pas de la séquence comme ça se fait au Cameroun, par exemple, on va dire du janvier. Non, séquence, c'est-à-dire séquence pédagogique, séquence d'enseignement, pas thématique. Donc, hier, je proposais la notion de projet ou un projet pédagogique par projet. Si vous pouvez proposer ça, parce que vous avez la voix. Je m'explique. Au lieu de faire un projet national, c'est-à-dire pour toute l'année, généralement, on se rend compte que lorsqu'on le fait pour toute l'année, on a un cheminement mathématique et on veut absolument suivre ce qu'on a fait, même sans parfois le modifier, l'adapter selon nos difficultés, comme on les a tantôt. Alors que si on a les modules, prenons de façon simple, les 5 modules en espagnol, on fait un projet pour le module 1. Lorsqu'on a fini avec celui-là, c'est-à-dire, on a, au terme du module 1, on a un projet du module 1. Ça, c'est un projet basé sur un projet ou une planification de projet. On enchaîne avec le module 2, étant donné que les connaissances sont cycliques, on s'inspire dans les difficultés rencontrées par rapport à notre public pour faire le prochain projet pour le module 2, la planification du projet du module 2. Donc, pour me résumer, pour que je vous ai un peu peut-être perdu, c'est que, 1, quelle est la pertinence d'avoir un projet national, et 2, quelle est la pertinence d'avoir un projet annuel? Vous avez un peu répondu, mais essayez encore de mieux répondre. Merci beaucoup. Oui, merci, docteur Sommet, pour la question. Alors, la conception d'un projet ou d'une planification nationale pour ce qui est de chaque discipline de langue étrangère, j'ai envie de dire que cette vision ou cette décision est issue du fait que ça, vous savez que dans notre environnement,
les enseignants se battent pour faire, ou se battaient déjà pour faire de bons projets, mais en réalité, les projets, les outils de communication, et certains enseignants, pour certains enseignants, ça on l'a souvent vu, ils copient des projets de tel pays et puis ils le transfèrent à tel autre pays et puis ils envoient à l'administration de leur pays sans jamais les adapter. C'est-à-dire on se retrouve au sommet de l'État avec des projets qui ne cadrent même pas avec notre environnement. Alors, c'est peut-être pour cela que cette démarche a été adoptée, c'est-à-dire élaborer un projet national avec une vision nationale qui va être adapté en fonction des réalités de l'environnement socio-pédagogique où exerce l'enseignant. Et je pense qu'à ce niveau-là, que ce soit planifié au sommet de l'État, j'allais dire par les inspecteurs nationaux, ou que ce soit planifié directement par les enseignants eux-mêmes, il y a la notion de flexibilité. L'enseignement de manière spécifique est une pratique dynamique par moment qui nécessite de prendre en compte les éléments socio-pédagogiques qui issus de l'environnement de toutes les manières. Donc, c'est à ce niveau-là que nous pensons que dans tous les cas, ça dépend de la vision. Un projet il peut être issu du sommet ou même, dans tous les cas, l'objectif est le même, celui de la qualité de l'éducation. Ça, c'est pour la première question. Maintenant, la pertinence d'une planification annuelle. En réalité, la planification annuelle prend également en compte, je dirais même qu'elle est fondée sur la planification séquentielle. Et quand on parle de séquentielle, nous parlons vraiment d'une séquence didactique. Tous les projets que vous allez voir sont élaborés sur cette base. Et ce sont les enseignants, par moment, qui les élaborent eux-mêmes, avec à la fois les objectifs, avec à la fois, j'allais dire, les séquences, c'est-à-dire l'intégration. Le problème ici, c'est que on n'aimerait pas les envoyer, parce que je vous ai dit, c'est un outil de communication. On planifie une année. Et chaque système éducatif est libre d'adopter le système qui cadre avec ses réalités. Peut-être que dans notre environnement ou dans nos environnements, on s'est rendu compte que la planification annuelle, au regard des réalités socio-pédagogiques, ambiantes, cadre, permet d'atteindre facilement des objectifs assignés par l'État. Dans un cas comme dans un autre, il faut bien se dire que la planification, qu'elle soit hebdomadaire, trimestrielle, séquentielle, annuelle, elle vise de toutes les manières à améliorer la qualité de l'éducation parce qu'un enseignant qui ne planifie pas ses cours, en réalité, est voué à l'échec. Donc, il faut saluer la planification ici. Et maintenant, on se dit, dans tous les cas, le monde évolue, le monde est dynamique. Il faut œuvrer pour l'amélioration des pratiques éducatives pour que notre système éducatif africain soit performant et qu'il soit au niveau qu'il faut. Merci, docteur, pour cette réponse. Est-ce que quelqu'un dans le public a quelque chose à dire? OK. Catherine.
Catherine, madame. Bon- Bonsoir, docteur. Bonsoir, Catherine. Vous me suivez? Oui, nous vous entendons 7 sur 5. D'accord. Je vous remercie déjà pour ce séminaire qui est très instructif pour nous, les enseignants de langue étrangère. J'ai essayé de... C'est vrai, je n'ai pas rejoint la réunion depuis le début, mais j'ai écouté le docteur Achille, et dans son exposé sur les fiches de progression et les projets pédagogiques, j'ai pu retenir que le projet pédagogique est annuel, et la fiche de progression, elle est généralement trimestrielle. Elle peut également être hebdomadaire ou annuelle aussi. Et de ce que je sais, je pense que le projet pédagogique est souvent plus, comment je vais dire, est souvent plus étendu. Ça veut dire que dans le projet pédagogique, on retrouve souvent les compétences et autres. Pourtant, dans la fiche de progression, il n'y a pas ces informations-là. Mais en écoutant le docteur, à un moment, il parle de planification, ce qui me gâte un peu. Donc, à un moment, je ne me retrouve plus, parce que là, on a les thèmes projet pédagogique, fiche de progression et planification. Je ne sais pas si la planification est le thème utilisé de façon globale. Si dans la planification, on a le projet pédagogique et la fiche de progression, ou alors la planification est toute une autre chose. Ça, c'est la première question. Et la deuxième question, c'est, ça va un peu plus loin de ce dont nous parlons aujourd'hui. Vous allez un peu m'excuser. Ça concerne l'élaboration de la fiche de progression. Il a également dit le projet pédagogique peut être, je vais dire, peut être envoyé ça peut être les inspecteurs. Ils peuvent nous envoyer au niveau des enseignants les projets pédagogiques, et à partir de cela, nous produisons nos fiches de progression, si j'ai bien compris, bien évidemment. Et au cas où on ne nous envoie pas ces projets pédagogiques-là, nous sommes obligés de les élaborer nous-mêmes à partir du programme. Et pour ce qui est des fiches de progression, nous élaborons les fiches de progression à partir du projet pédagogique et de l'organigramme de l'établissement où nous exerçons. Maintenant, par rapport à l'élaboration des fiches de progression, avec le quota horaire qui est réduit, si je prends peut-être la classe de troisième, il a parlé des différents modules, des 5 modules que nous avons, la vie familiale, intégration sociale, l'environnement, santé et bien-être, la citoyenneté, l'activité économique et la communication. Voilà en fait les 5 modules. Si je prends donc ces 5 modules, je me rends généralement compte que dans les 5 modules, nous avons à peu près 3 leçons. Je ne sais pas si j'appellerais ça leçon. En fait, je trouve souvent ça dans les programmes, exemple de situation. Par exemple, en troisième, au niveau du module 2, bon, selon le programme, je crois, c'est environnement, santé et bien-être. Et comme premier exemple de situation, nous avons, je crois, c'est la consultation médicale. Comment est-ce qu'on peut faire une fiche de progression en tenant compte du quota horaire hebdomadaire, dans 2 heures, puisque c'était 3 heures, c'est réduit à 2 heures aujourd'hui. Comment tenir compte de cela? Si je prends cette première leçon-là, qui est la consultation médicale, et généralement là-bas, je crois, il y a deux exercices, deux grammaires qu'il faut étudier. Je crois que c'est le superlatif et je ne sais pas trop quoi encore. Et il y a aussi la conjugaison. Comment est-ce qu'on doit adapter, comment est-ce qu'on doit étudier ces éléments qui sont recommandés en tenant compte des heures, du quota horaire? Donc, voilà un peu
Voilà les préoccupations que j'ai, docteur. Alors, merci, Catherine, pour ces questions. Catherine, tu viens de m'arracher le sourire, surtout avec ta dernière question, la deuxième. Ben, je vais donc commencer par cette deuxième-là parce qu'elle m'a rendu un peu plus gai. En réalité, c'est la peur des enseignants, la diminution du quota horaire. Elle est un problème, mais en même temps, elle ne devrait pas l'être parce que l'État a une vision. Et aujourd'hui, je ne répondrai pas au nom des décideurs, mais on se dit que pour une raison ou pour une autre, on est devant un fait accompli. On doit mieux planifier nos cours. Et ça, là, nous l'avons dit hier. 2 heures, vraiment, c'est pas suffisant. Parce que si on regarde les 2 heures, est-ce que l'apprenant, les élèves pratiquent la langue étrangère pendant ces 2 heures-là de manière intense? Encore que 2 heures, ce n'est pas 2 heures. 2 heures, c'est 50 minutes. C'est 50 minutes fois 2. Vous voyez, donc, c'est même 45 minutes parce que c'est pratiquement 45 minutes, ces 2 heures-là. Est-ce que 2 heures, c'est consistant? Mais de toutes les manières, l'enseignant est un artiste parce que enseigner, c'est un art. L'enseignant, en tant qu'artiste, doit donc créer des mécanismes. On ne lui demande pas de faire l'impossible, mais il doit créer des mécanismes pendant ces 2 heures-là pour pouvoir atteindre les objectifs pédagogiques assignés à sa leçon ou à sa séquence. Et je l'ai dit lors du séminaire d'hier que modestement, humblement, je suggère aux enseignants de fragmenter les 2 heures. Ne faites pas 2 heures, 2 heures de cours accumulés. C'est-à-dire, vous pouvez faire cours le lundi et vous revenez 1 heure de cours lundi et vous revenez faire l'autre heure le vendredi. Mais ne les jumelez pas parce que si vous les jumelez, cela va à votre avantage pour l'enseignant. Vous viendrez, vous allez faire vos 2 heures et puis vous allez vaquer à vos occupations, vous allez certainement faire autre chose. Mais c'est suicidaire pour les apprentissages. Parce qu'un enfant qui ne pratique la langue qu'en classe, il arrive à la maison, il fait quelques exercices, il ne pratique même pas la langue, il revient en classe. Vraiment, le temps est faible et ça ne l'aide pas. Donc, je ne demande pas de faire des sacrifices, mais oui, encore qu'il faut faire des sacrifices, il faut se battre pour que les apprenants, les objectifs soient atteints. Mais je dis, l'enseignant est un artiste, c'est le maître de son art, il doit donc trouver des mécanismes, il doit trouver des moyens équilibrés pour pouvoir atteindre les objectifs pédagogiques assignés au cours. Donc, faites ce qu'il y a lieu de faire. Ça, je sais que moi, personnellement, je suis souvent satisfait quand je vois les enseignants de langue qui sont pétris d'expérience et qui peuvent, par moment, utiliser les outils de digitalisation, par exemple, pour pouvoir aider leurs élèves dans leurs apprentissages et qui peuvent même utiliser l'intelligence artificielle pour pouvoir effectivement résoudre ce problème d'heures et autres. Donc, la digitalisation d'une part et même l'intelligence artificielle en classe de langue pourrait nous aider à résoudre beaucoup de problèmes. Il y a des exercices qu'on pourrait trouver grâce à l'intelligence artificielle sur l'intégration, sur toutes ces situations et autres.
Donc, c'est le moins que nous puissions dire. Et nous savons que les enseignants de langue en général sont très ingénieux. Maintenant, pour ce qui est de votre question sur le projet fiche, nous avons clairement fait la différence entre le projet pédagogique qui est global et qui a une vision plus large et qui est élaboré par un collège d'experts et qui est justement moins détaillé parce que la fiche de progression, elle est carrément détaillée point par point. Elle est détaillée point par point. Maintenant, la fiche de progression n'est pas non plus la fiche de la leçon parce que c'est trois outils. Si nous avons dit, c'est des outils de communication. C'est des outils de communication parce que elles sont utilisées par les enseignants, mais elles permettent à ceux qui ne sont pas experts de la matière ou en la matière de pouvoir comprendre ce qui se passe en classe. Où est-ce que l'enseignant voudrait amener ses apprenants? Est-ce que les objectifs qu'on retrouve là cadrent avec les objectifs de l'État? Est-ce que ça cadre avec les objectifs qui sont déclinés dans les projets pédagogiques? C'est tout ça là. J'espère, Catherine, que j'ai répondu à votre question. Parfaitement, professeur. Je me dis que, est-ce que, Catherine, allez-y. Hein. Non, professeur, docteur Jolet, votre réponse m'a permis de formuler une autre question. Quand vous parliez de l'intelligence artificielle et de la digitalisation, à ce propos, ma préoccupation, c'est à notre niveau, à notre niveau où nous sommes dans les salles de classe, où nous sommes dans les établissements n'ayant pas des outils informatiques. Quand je parle d'outils informatiques, je parle des ordinateurs, des projecteurs. Comment est-ce qu'on pourrait digitaliser les cours si on n'a pas ces outils-là? Merci bien, Catherine. Vous posez une question que les enseignants nous posent chaque année, en début de chaque année ou lors des séminaires, lorsque nous parlons de la digitalisation. En réalité, la digitalisation n'est plus une vue d'esprit. La digitalisation est désormais la voie à prendre. Il y a 2 ans, 3 ans, on parlait de la digitalisation. Voilà. Aujourd'hui, on parle de l'intelligence artificielle. Ça veut dire qu'on a évolué de plusieurs crans, si je puis m'exprimer ainsi. Donc, il faut toujours trouver un moyen pour digitaliser, surtout en classe de langue. Vous voyez, si vous prenez par exemple, vous avez parlé de l'espagnol. Si vous choisissez un thème qui porte sur le voyage, course dans un magasin d'art, séjour à l'hôtel, transaction, je ne sais pas quel manuel vous utilisez. Vous pouvez trouver un manuel même en espagnol, même à la page 202 qui porte sur le tourisme, par exemple. Alors, ou même, vous pouvez, comment je vais dire ça, si vous avez, là où vous pouvez parler, vous voulez évaluer ou amener des enfants à acquérir des compétences sur comment faire le marché, le rendre capable de faire le marché ou même le rendre capable de cuisiner une sauce d'arachide. Alors, aujourd'hui, vous avez la possibilité, peut-être à travers l'intelligence artificielle, hein, de trouver des logiciels vous-même. Je parle de vous en tant qu'enseignant, je ne parle pas encore des établissements, mais j'en viens. Vous pouvez trouver des logiciels ou des jeux à travers des jeux vidéo où l'enfant va
acheter tous les ingrédients qu'il faut pour faire le marché. Et là, vous lui donnez le vocabulaire nécessaire pour cela. Il arrive au marché, il achète l'arachide, voilà les arachides, voilà le piment, voilà le céleri, ail, oignon, tout ce qui va avec. Et maintenant, il part de là, dans le même jeu, avec un itinéraire différent. Il rentre à la maison, il va à la cuisine, il sélectionne. Ça c'est possible avec l'intelligence artificielle. Mais maintenant, si l'intelligence artificielle vient après les outils traditionnels de digitalisation, qui doit les offrir dans les établissements? Et évidemment, c'est le chef d'établissement. C'est une voie de non-retour. Ça, il faut le savoir. Mais maintenant, le problème, c'est dans l'administration. Le docteur, certainement eu un problème de connexion. Aujourd'hui, le ministre des enseignements secondaires au Cameroun a parlé de l'usage de l'intelligence artificielle et de la digitalisation. Et il y a les moyens pour ça parce que les frais d'informatique que les enfants payent, l'État a tout prévu. Peut-être qu'il y a un problème de gouvernance. Ça, je ne sais pas, on se pose juste des questions. Mais toujours est-il que ces frais d'informatique peuvent aider à améliorer l'environnement de la digitalisation au sein de nos établissements scolaires. J'espère que j'ai répondu à votre question. Oui, professeur. Merci. Moi, je vais dire peut-être que Catherine accepte. Elle a accepté la première fois. Et je me dis qu'elle n'a pas juste voulu vous importuner. Oui, parce que c'est pas une réponse. C'est des questions auxquelles on est confronté au quotidien. Et ne nous voilons pas les yeux. Les chefs d'établissement véreux qui détournent les frais d'informatique à un moment donné seront sanctionnés. On est à un chemin de non-retour. Ça fait quand même longtemps. C'est le moins qu'on puisse dire. Ça fait quand même longtemps hein, que le détourne. Voilà. OK. Moi, je pense que c'est des questions. Le docteur l'a si bien dit, un chemin de non-retour. Même dans le plus fin fond, il y a les frais informatiques. Donc, c'est un problème de gouvernance. Maintenant, s'il n'y a pas Eneo, alors il y a les frais informatiques. On peut acheter un ordinateur, il y a un groupe électrogène, plus, voilà, donc, quand c'est le monde de l'informatique, on démarre le groupe électrogène et on fait ce qu'on a à faire. On utilise d'abord les outils traditionnels. C'est un chemin de non-retour et c'est exact. Maintenant, il y aura des disparités. Et je crois que c'est sur ces disparités-là que se fondait la question de la collègue. Mais je reviens sur le premier versant, sur son premier tour de questions. Elle a fait une remarque, elle a accepté aussi encore à la fin, pour ne pas vous importuner, parce que je crois que... Yann, est-ce que vous pouvez le dire? Parce que je crois que... Bon, pas que vous n'avez pas répondu, je pense que j'avais la même vision qu'elle sur la différence entre ce projet et fiche de progression. Mais lorsque vous avez déroulé, moi, je n'ai pas posé la question parce que je me suis dit que c'est logique. Parce que quand on dit projet, normalement, ça veut dire que nous, j'ai l'impression maintenant que nous, on nous a trompés parce qu'il faut parfois faire la critique de ce qu'on nous donne. Je vous présente ce que nous, on avait et qu'elle a. Généralement, on nous a enseigné, on nous a montré qu'on a un projet pédagogique qui est détaillé, en fait. C'est-à-dire qu'il y a des savoirs, qu'il y a des objectifs, qu'il y a des compétences, qu'il y a des ressources, où on met tout ce qu'il faut mettre, un projet qui peut avoir 18 pages, 20 pages. Alors que la fiche de progression, selon ce que nous on savait, c'est un document simplifié, comme ce qui est à l'écran là. C'est-à-dire on appelle ça fiche de progression, et c'est parfois une page qu'on colle dans le cas des textes, qui permet au chef de la pédagogie, c'est-à-dire au censeur, de suivre la progression thématique de ce qu'on fait. Mais si j'entends dans la critique de cela, parfois je me demande, mais le projet, généralement, comme pas de projet, c'est plus global.
Et je vous rejoins. Et quand on parle de progression, c'est ça qui devrait être plus détaillé. Donc, c'est pour ça que je pense que Catherine, elle a accepté tout à l'heure. Et on avait la même vision. Je ne sais pas si... voilà. Donc, c'est un peu ça. Moi, je me dis que oui, progression, ça devait vraiment... plus précis. C'est un coup. Petite réunion en ligne. Donc, docteur, c'était un peu ça, ce que nous, on avait. Et je suis totalement d'accord avec vous que la progression devait être plus détaillée que le projet. Et justement, la progression, vous avez raison, la progression est issue du projet. Oui, Catherine. Oui, pour docteur, je vous écoute. Vous avez levé la main. Ah, ça doit être une mauvaise manipulation. Je n'ai plus de questions. OK. Donc, oui, le secrétaire vient encore le préciser, la progression est issue du projet et c'est clair. C'est juste. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Bien. S'il n'y a plus de questions, on n'a qu'à remercier monsieur l'inspecteur d'avoir accepté de nous entretenir parce que on apprend. Et je vais terminer mon propos en lui faisant encore une suggestion. Je ne sais pas s'il est en ligne. Oui. Donc, une autre suggestion pour que vous partiez secouer nos gens, c'est qu'il faut secouer les enseignants. Insister. Écrivez même on appelle ça quoi? Lorsque les députés écrivent là pour solliciter une loi, tout et tout, on appelle ça quoi? Écrivez une motion, je ne sais pas. Soumettez à l'IGE, Inspection générale de l'enseignement, qu'on va répercuter au niveau des inspecteurs. Portez le projet, faites des propositions. Si vous pensez pertinent, parce que ce n'est que proposition, si vous pensez pertinent, parce que je vais revenir sur ça, je vais vous donner la proposition. Afin qu'on puisse, faites même, c'est-à-dire aller vers d'autres collègues qui vont co-signer pour que les propositions puissent porter, si vous les pensez pertinents. Alors, la proposition que je fais, c'est qu'il faut secouer les enseignants. Parce que, selon moi, on ne devrait pas avoir une planification nationale ou un projet national. Je pense qu'il était tellement gentil, les inspecteurs sont tellement gentils qu'ils se sont rendus compte que lorsqu'ils laissent cette tâche aux enseignants, ils ne foutent absolument rien. Et à la fin, ils naviguent à vue, ils n'ont pas de projet, aucun document. C'est pour ça qu'ils ont décidé, il y a quelques années, de pouvoir produire des planifications des projets nationaux que moi je trouve que ce n'est pas une bonne façon de faire. Ça n'existe pas ailleurs. Ailleurs, on vous donne des annexes, on vous donne le programme et on vous forme. Formation. Donc, il faut secouer les enseignants sur la formation. Il faut trouver des leviers pour leur imposer cela. En France, la formation continue est obligatoire. Lorsque vous entrez en fonction, vous avez, on vous fait une proposition, l'inspection vous fait une proposition obligatoire des formations continues à suivre. Lorsque vous ne les suivez pas, vous perdez des points sur votre carrière, vous êtes sanctionné et vous perdez des jours de salaire. Donc, je pense que les enseignants camerounais, de façon précise, pêchent par la non-formation. C'est un problème majeur. Vous voyez, nous sommes en ligne. Hier, nous étions 30. Aujourd'hui, nous sommes 20, 14. Alors qu'on a un inspecteur qui a accepté de venir nous entretenir sur une thématique importante. Parce que si on formait ces enseignants, chacun serait à même capable de pouvoir produire un projet là adapté à son public, même à sa méthode.
bien évidemment avec un robot, un template, mais qu'il soit capable de le faire. Donc, ma suggestion, c'est ce point-là. Est-ce qu'il n'y a pas une façon de mettre la pression sur les enseignants, qu'ils soient du public, qu'ils soient du privé, que les formations continues sont obligatoires et que s'ils ne viennent pas à ces formations, il y ait un suivi, qu'il y ait donc des sanctions sur les affectations, sur le salaire. Parce que si on veut que le Cameroun démarre, si on veut que l'Afrique démarre, il faut que l'éducation, que les enseignants soient sérieux. Les enseignants ne sont pas sérieux, ils ne se forment pas. Une fois qu'ils sont affectés, ils ne veulent plus se former. Voilà ma proposition. Hein. Donc, je m'arrête là et je vous laisse la parole. Peut-être que vous avez un commentaire à faire sur cette observation. Voilà. Ben, le moins qu'on puisse dire est que, ça vous l'avez si bien rappelé, la formation continue est un devoir professionnel, juridiquement encadré, parce que moi, je sensibilise les enseignants et du moins ceux qui sont sous ma responsabilité à s'imprégner du cadre juridique. Même mes étudiants à l'école normale, je leur dis tout le temps qu'on n'enseigne pas pour enseigner. Pour pouvoir le faire, il faut, au-delà des compétences qu'on acquiert académiquement, il y a le cadre juridique. Et le cadre juridique a justement prévu la formation continue. Mais il y a plusieurs types de formation continue. Et cette formation continue dont on parle, elle est aussi un devoir professionnel. Si un enseignant n'est pas capable de se former individuellement ou collectivement, de s'auto-former, alors il n'a pas voix au chapitre. L'enseignement, c'est pour ceux, surtout les langues étrangères. Je dis bien surtout les langues étrangères, la formation continue est plus qu'un devoir, c'est une obligation. Il faut s'auto-former en consultant des ressources numériques et autres, en écoutant d'autres voix, en se baladant, en surfant entre des documents pour s'améliorer. C'est ça les langues étrangères. C'est la formation continue. Maintenant, il y a la vision de l'État, parce que c'est l'État qui impulse la vision. Comment est-ce qu'on va, même on a commencé à parler de l'APC, je vous ai dit, chaque année, on voit des enseignants, des vieux enseignants qui continuent, n'est-ce pas, à poser des questions sur l'approche par les compétences, qui pourtant est officielle depuis 2012. Donc, de toutes les manières, l'État a sa vision. Et aujourd'hui, l'État a vraiment la même mise sur son système éducatif. Et nous avons souvent vu des inspecteurs pédagogiques ou même des délégués régionaux ou départementaux envoyer des demandes d'explication à certains enseignants qui ne font pas bien leur travail. Ça se fait. Donc, l'État reste le maître de son système éducatif. Quoique il existe toujours des problèmes de gouvernance et autres, là, on se dit que nous faisons notre petit bonhomme de chemin, nous le faisons bien, quoique timidement, mais les choses avancent. Merci. On va clôturer cette session, cette autre session de formation continue, ce séminaire de pérenté qui portait sur le projet pédagogique et la fiche de progression. Je profite pour remercier le docteur Eric Achelenko, qui est en même temps inspecteur pédagogique, enseignant à l'université, à l'école normale, chercheur et analyste politique, agent, je veux dire, acteur de la société civile, porteur des projets humanitaires et acteur tout simplement du changement des paradigmes et, sur la politique éducative de l'Afrique. Du Cameroun de façon plus, mais il a une vision plus macro, hein, parce que vous l'avez bien constaté. Parfois, il a beaucoup évoqué l'Afrique, il a évoqué d'autres pays, donc c'est une vision plus panafricaniste, ce qui me plaît, ce qui me va, voilà, qui m'enchante, quoi. Donc,
Merci à tous ceux qui ont pris part à ce festin intellectuel, même si certains n'ont pas posé des questions. J'espère qu'on se retrouvera une autre fois pour peut-être l'année prochaine sur d'autres thématiques. Il y a beaucoup de thématiques qui pourront être discutées, voilà, pourquoi pas autour d'un colloque. On pourra peut-être imaginer un colloque purement didactico-didactique ou didactico-pédagogique, juste en août de la rentrée en ligne totalement, profiter effectivement de ces innovations technologiques pour pouvoir faire des colloques en ligne avec d'autres inspecteurs, d'autres collègues qui souhaiteraient bien partager avec nous des thématiques plus ou moins pertinentes pour préparer les différentes rentrées. Merci, docteur. Et je vous donne le mot de fin pour vos remerciements ou vos conseils définitifs aux enseignants qui vont reprendre le chemin de l'école, des classes, des cours dans quelques jours. Vous leur donnez vos conseils et on arrête la réunion là. Donc, je vous passe la parole pour le mot de fin. L'image est figée, donc il est là. Okay. Donc, docteur, je vous passe la parole pour des conseils pratiques aux enseignants qui vont reprendre le chemin des cours dans quelques jours. Juste des conseils sur le plan comment aborder l'année et on va se séparer par là. Bien, je crois que le docteur a un souci de connexion. Donc, on va vous remercier, chers collègues. On va se dire à bientôt et au revoir. Merci. Si vous avez besoin d'une attestation de participation, vous m'écrivez à giselinlele@yahoo.com. Vous pouvez déjà monter l'attestation pour que je ne puisse pas être amené à renvoyer ça plus tard. Je signe et je vous renvoie. Donc, le podcast sera publié sur le YouTube de l'association. Voilà. Le docteur est revenu. Docteur, est-ce que vous m'entendez bien? Oui, je vous entends, docteur Esomé. Oui. La question, votre dernière prise de parole, c'était celle des conseils. Quels sont les conseils que vous pourriez donner aux enseignants qui vont reprendre le chemin des cours dans quelques jours afin de pouvoir bien aborder, parce qu'on sait bien que lorsque l'année est bien abordée, elle peut aussi bien s'achever. Donc, quels conseils vous donnez aux enseignants qui sont là et qui vont vous suivre plus tard dans le podcast? C'est votre mot de fin et on clôture la réunion là. Merci. Alors, docteur Esomé, le moins que je puisse dire est que je donnerai de manière modeste aux enseignants le conseil de s'armer moralement et de continuer à aimer leur profession, parce que je sais qu'ils aiment leur profession. D'enseigner avec beaucoup de passion. Il n'y a rien de meilleur que l'enseignement, parce que celui qui enseigne s'enrichit. Je leur souhaite une très bonne année et une bonne année scolaire, et que surtout, ils aient le courage d'accompagner, de sortir un peu de leur tension quotidienne, de leurs problèmes au quotidien, et ne pas toujours transporter les problèmes qu'on rencontre au quartier, à la maison, dans la rue, dans les salles de classe. Il faut éviter les confrontations avec les apprenants. Faites votre travail, faites-le bien, collaborez avec l'administration et dites-vous que vous travaillez pour la nature. J'ai coutume de dire que quoi que vous fassiez, la nature a une mémoire. Quand les hommes auront tout oublié, et même après vous, la nature pourra rappeler qu'il y avait un grand homme, un grand enseignant qui a œuvré pour le développement de l'humanité. Bonne rentrée à vous. Très bien, c'est sur ces mots de poésie, de ces mots magiques, que nous allons mettre un terme à cette haute session. Je vous souhaite une excellente rentrée à tous et à toutes. Je vous souhaite une année scolaire fructueuse
et plein de rebondissements positifs. C'était Justin Sommet, docteur Justin Sommet Lélé. Au revoir.